Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. 1840. Un nouveau président s'installe à la Maison-Blanche. Il s'appelle William Henry Harrison. 1 mois après son investiture, c'est le drame. Le président meurt d'une pneumonie. Eh bien, le bruit court qu'il est mort d'épuisement à cause des solliciteurs qui ne cessaient de le harceler. C'est une rumeur, mais ça en dit long. En 1881, c'est encore pire. Le président de l'époque, James Abraham Garfield, est assassiné par un homme qui réclamait d'être nommé consul des États-Unis à Paris et n'avait pas obtenu la place qu'il convoitait. Le meurtrier se nomme Charles Julius Guiteau. C'est un avocat sans le sou. Il est convaincu que l'hôte de la Maison-Blanche lui doit sa victoire électorale parce qu'il avait chanté ses louanges dans une brochure. Guiteau est aigri d'avoir été éconduit. Il achète un pistolet calibre 44, ça lui coûte $10 de l'époque. Il guette le passage du chef de l'État à une gare de Washington. Un jour, il le voit, il s'approche, il lui tire dans le dos. 2 balles atteignent le président des États-Unis. L'hôte de la Maison-Blanche meurt après une agonie de 80 jours. Cette fois-ci, c'en est trop. L'affaire crée un choc dans l'opinion. Il va y avoir une réforme du système des dépouilles. Pour qu'on arrête de harceler le président et parfois de lui tirer dessus, il faut qu'il n'ait plus le pouvoir d'embaucher n'importe qui. Il faut que tous les aigris ne vivent plus avec l'espoir de décrocher la timbale d'un emploi public. Autre chose, on reprochait à ce système de favoriser la corruption et l'incompétence. La politisation des nominations provoquait le mépris envers les salariés de l'État fédéral. L'opinion commune des Américains à l'époque, c'était que les emplois publics attiraient les bras cassés, ceux qui n'arrivaient à rien dans le privé. Et il faut le dire, les permanents des grands partis politiques n'étaient pas toujours très reluisants. C'était eux, en pratique, qui obtenaient en priorité des postes en cas de victoire. Et ça allait très loin. À l'époque, quand un Américain obtenait un emploi dans une administration, le parti qu'il avait fait nommer réclamait son pourcentage. Oui, son pourcentage. L'intéressé devait reverser à son parti, par exemple, 2% de son traitement. Que ce soit les républicains ou les démocrates, ça ne changeait rien. C'est comme ça que les caisses des partis se remplissaient. Bref, en 1883, les Américains en ont assez. C'est l'ère de l'industrie, de la science. Il faut une administration moderne à Washington. Et c'est comme ça qu'est voté le Pendleton Civil Service Reform Act, du nom du sénateur, M. Pendleton, qui l'a fait adopter. Depuis lors, et encore aujourd'hui, on distingue 2 cas de figure. Pour les postes de direction, ça représente quelques milliers de personnes, les nominations restent à la discrétion de la Maison-Blanche. Ça n'a pas changé. Par contre, la grande masse des agents fédéraux de rang moyen ou modeste sont nommés désormais par concours. Le président n'a plus son mot à dire pour eux. L'administration fédérale se professionnalise. Ce n'est pas tout. Aux États-Unis, environ les 4/5 des agents publics ne sont pas fédéraux. Ils relèvent des États, des comtés, des villes. Et bon gré mal gré, ceux-ci vont suivre l'exemple de Washington. Partout dans le pays, l'emprise des élus locaux sur l'administration va un peu reculer. Pour les agents nommés à l'issue d'un concours, le licenciement pour insuffisance reste possible, mais c'est rare. La Cour suprême leur a reconnu des garanties importantes, plus importantes que dans le privé. En contrepartie, ils ont aussi des obligations particulières. Les agents fédéraux peuvent se syndiquer, oui. Ils peuvent manifester, oui, mais ils n'ont pas le droit de grève.
Ronald Reagan, en 1981, a licencié 11 000 contrôleurs aériens qui faisaient grève sans en avoir le droit. Les agents fédéraux n'ont pas plus le droit de participer à des campagnes électorales. Donc aujourd'hui, le partage des dépouilles, ça ne concerne plus qu'une toute petite minorité des postes dans les ministères et les agences. Mais ce sont les plus importants. Ils focalisent l'attention. Et ces jours-ci, à Washington, les cadres dirigeants de l'État fédéral nommés par Joe Biden cherchent fiévreusement un point de chute ailleurs. Le 20 janvier 2025, Donald Trump va se réinstaller à la Maison-Blanche. Et une chose est sûre, il utilisera son pouvoir de nomination au maximum. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.